Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information de 20 h sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Au sommaire de ce journal, 3 principaux titres. Tanzanie, diplomatie, un sommet sur la crise au Burundi s'est tenu en Tanzanie. Pendant ce temps, une tentative de coup d'État d'un ex-chef d'État-major du CNDD-FDD a été déjouée, un dossier qui pourrait évoluer avant la fin de ce journal. Sierra Leone Transport, la compagnie Air France a repris du service en Sierra Leone. Ce pays qui a été secoué par l'épidémie d'Ebola va à nouveau voir des avions de l'entreprise française atterrir sur son territoire. France Culture, le doyen du cinéma africain, Souleymane Cissé, participe à la 68e édition du Festival de Cannes. Ce dinosaure du 7e art défendra les couleurs du continent africain à ce concours cinématographique. Et dans le cadre de la rubrique 7 ans plus de ce soir, Judith Kendo va nous rejoindre sur ce plateau pour nous parler d'une organisation ouest-africaine appelée Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent, en abrégé GIABA, qui se réunit à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire en vue de procéder à des échanges d'expériences. À présent, le développement de l'actualité. Bienvenue. Nous commençons ce journal en République centrafricaine. Plusieurs centaines de personnes, dont certaines en tenue militaire, ont érigé mardi des barricades à Bangui dans le but de protester contre les décisions du Forum de réconciliation de Bangui et demander le départ de la présidente de transition, Catherine Samba-Panza. Abdulaziz Maïka. Ce mardi, plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans les rues de Bangui, la capitale de la République centrafricaine, pour s'opposer aux décisions du Forum de réconciliation, mais aussi pour réclamer le départ de la présidente de transition, Catherine Samba-Panza. Ici, les manifestants ont incendié des pneus et placé des barricades sur les 2 principales avenues du nord de Bangui et sur la route de l'aéroport pour démontrer leur mécontentement. Peu après, dans l'après-midi, grâce à l'intervention des forces de l'ordre, les manifestants furent dispersés et la sécurité fut rétablie. Alors que la population manifeste, le Forum a appelé les autorités à demander une prorogation à titre exceptionnel de la transition auprès de la CEMAC et donc le report des élections présidentielles et législatives prévues au plus tard en août 2015. La Centrafrique traverse une crise sans précédent depuis le renversement en mars 2013 du président François Bozizé par Michel Djotodia à la tête d'une rébellion à dominante musulmane, la Séléka. Les exactions commises par la Séléka contre les populations majoritairement chrétiennes ont ensuite débouché sur la création de milices d'autodéfense, les anti-Balaka, qui s'en sont alors pris aux civils musulmans. Direction la Tanzanie, comme je vous l'annonçais en titre de ce journal. Les chefs d'État de l'Afrique de l'Est se sont réunis en Tanzanie ce matin pour parler de la crise au Burundi à 1 mois de l'élection présidentielle. Dans ce pays, au Burundi, la situation serait instable. D'un côté, un général qui prétend contrôler le pays et de l'autre côté, la présidence qui fait état de l'échec du coup d'État. Baga. Les présidents des pays membres de la communauté est-africaine se sont rencontrés mercredi matin à Dar es Salaam en Tanzanie. Les chefs d'État burundais, kenyans, tanzaniens, ougandais et rwandais ont également été rejoints par Cyril Ramaphosa, le vice-président de l'Afrique du Sud, et Robert Mugabe, le numéro 1 zimbabwéen, pour parler de la situation très critique qui prévaut au Burundi, qui pourrait entraîner le pays dans le chaos. À 1 mois de la prochaine présidentielle, les manifestations contre un 3e mandat de Pierre Nkurunziza ne cessent pas. Un front composé du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda militerait pour le respect de la Constitution qui autoriserait Nkurunziza à se présenter à l'élection, tandis que sur fond de rivalité ethnique, le Rwandais Paul Kagame souhaite ouvertement que son homologue burundais quitte le pouvoir. Au moment où se déroulaient les assises de Dar es Salaam, le général Godefroid Niyombare annonçait à Bujumbura être le nouvel homme fort du Burundi. Ce message de l'ancien chef des services de renseignement a été démenti par la présidence de la République. Les forces loyales à Pierre Nkurunziza et les protagonistes du coup d'État avorté seraient actuellement en pourparlers au sujet du départ ou non de celui qui dirige le pays depuis 2005. La situation actuelle au Burundi rappelle à quelques détails près le début de la guerre débutée en 1993 et qui s'est achevée plus de 10 ans plus tard. Un soulèvement populaire et des soutiens externes avaient coûté la vie à Melchior Dandaye, le chef de l'État burundais de l'époque. Un cas qui pourrait se reproduire avec Nkurunziza s'il ne laisse pas tomber ses ambitions hégémoniques.
Dans les prochaines heures, nous saurons ce qui ressortira des tractations entre loyalistes et putschistes à Bujumbura et de la rencontre des leaders présents en Tanzanie. L'intérêt supérieur de la nation qu'il s'est engagé à servir devrait contraindre Pierre Nkurunziza à jeter l'éponge. La suite de ce journal avec ses actualités politiques, brèves et en images, la conférence contre les destructions de vestiges de l'Antiquité par le groupe État islamique en Irak et en Syrie s'est ouverte aujourd'hui au Caire en Égypte. Cette conférence de 2 jours organisée par l'Égypte réunit entre autres les ministres et responsables du patrimoine culturel de 11 pays arabes, les experts étrangers, mais aussi des représentants de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, en abrégé l'UNESCO. Un mois après une nouvelle destruction de vestiges en Irak, ce colloque a pour but d'unifier les efforts pour contrer cette menace. Économie à présent, au lendemain d'une réunion de l'Eurogroupe consacrée aux tractations sur une nouvelle aide à la Grèce. Les ministres européens des Finances se sont retrouvés à Bruxelles pour faire un point sur la santé financière du continent. Judith Koindo. La Grèce a déclenché lundi la procédure pour rembourser 750 millions d'euros au FMI, alors que ses partenaires de la zone euro lui ont une nouvelle fois demandé plus d'efforts pour avancer vers un accord sur la reprise de son financement. L'ordre de paiement a été donné à l'agence de la Grecque et le paiement a été effectif mardi 12 mai 2015. À court d'argent en raison de longues tractations avec ses créanciers, l'Union européenne et le FMI sur la poursuite de l'aide internationale au pays, le gouvernement grec a assuré à plusieurs reprises qu'il continuerait d'honorer ses obligations à la fois à l'étranger et à l'intérieur. Mais Athènes se retrouvera à court de liquidités d'ici 2 semaines, a averti le ministre grec des Finances, Yannis Varoufakis. La question des liquidités est terriblement urgente. Un accord doit être trouvé bien avant fin juin, date de la prochaine réunion de la zone euro, a estimé Pierre Moskovic, le commissaire européen aux affaires économiques. À l'issue de leur réunion lundi, les ministres des Finances des 19 ont salué les progrès dans les négociations entre les autorités grecques et leurs créanciers. Après cette réunion houleuse, les autorités grecques avaient décidé de remanier les équipes de négociation avec ses créanciers et de nommer comme coordinateur Euclide Tsakalotos, ministre adjoint des Affaires étrangères, chargé des questions économiques et proche du Premier ministre Alexis Tsipras. Si les positions se sont rapprochées sur la réforme de la TVA ou la création d'une agence indépendante pour la collecte d'impôts, il reste des écarts importants à combler, a souligné le commissaire européen aux affaires économiques. En premier lieu, sur la réforme des retraites, une ligne rouge pour le gouvernement grec de gauche radicale, tout comme la réforme du marché du travail. Des nouvelles des médias dans ce journal avec le Gabon, séminaire de formation des journalistes gabonais au palais de justice de Libreville sur le thème justice et médias, l'éthique et la déontologie au cœur du journaliste. Ce séminaire ouvert ce mercredi s'achèvera le vendredi 15 mai 2015. Georges Mapango était sur place. Le séminaire de formation destiné aux journalistes gabonais et internationaux sur le thème justice et médias, quelle éthique et déontologie au cœur du journalisme, se tient au palais de justice de Libreville du 13 au 15 mai 2015. Axé autour de 3 modules, à savoir droit pénal et droit des médias, l'éthique et la déontologie du journaliste et la création des médias web. Ce séminaire est une initiative du procureur de la République de Libreville. La justice doit rester anonyme. Et c'est précisément cet anonymat et cette attitude impersonnelle de la justice qui sont de moins en moins acceptés par vous. Combien de fois n'a-t-on pas lu des critiques acerbes contre un procureur de la République sur une décision rendue par le Conseil d'État ou la Cour de cassation? L'ouverture de ce séminaire s'est faite par le ministre de la Justice, garde de Sceaux du Gabon, Séraphin Mundunga. Il fallait compter parmi les invités le ministre de la Communication. Ces derniers ont invité les journalistes à faire preuve de professionnalisme. Les journalistes doivent dire les faits tels qu'ils les ont vécus et en ayant toujours la preuve de ce qu'ils avancent. Une formation qui est saluée par l'ensemble de la corporation journalistique. Nous avons atteint le seuil zéro de ce qu'on appelle l'éthique et la déontologie de cette profession de journalisme. Nous observons que, surtout dans la presse écrite, des appels à l'insurrection,
la calomnie, la diffamation, l'appel à la haine de l'autre. Vous savez, ce sont des délits constitués, hein, des délits de presse qu'on appelle aussi infractions de presse. Et je pense que ce séminaire arrive à bien nommer, c'est d'ailleurs tout à fait naturel. Les participants ont échangé avec le procureur de la République. Les médias au transport, la compagnie Air France a annoncé mercredi la reprise de ses vols en provenance et à destination de la Sierra Leone. 8 mois après la suspension des dessertes en raison d'Ebola, la décision d'Air France prouve que l'épidémie est arrivée à son terme. Uhel Baga. Ce mercredi, dans un communiqué, Air France a annoncé la reprise de ses vols en direction de Freetown, la capitale de la Sierra Leone. Le géant français du transport aérien fera à partir du 30 juin prochain 3 dessertes par semaine en partance de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle vers ce pays de l'Afrique de l'Ouest qui a souffert pendant plus d'1 an de la fièvre hémorragique Ebola. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Air France avait pris la décision le 27 août dernier de suspendre ces dessertes en provenance et en partance de la Sierra Leone, se pliant à une recommandation du gouvernement français. La levée de suspension d'Air France prouve aux derniers sceptiques que l'épidémie d'Ebola, qui a fait des milliers de morts, est arrivée à son terme. Au Libéria, autre pays affecté par la fièvre hémorragique, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la fin de la maladie. Plusieurs manifestations ont même été organisées dans le pays d'Ellen Johnson-Sirleaf à cet effet. Ebola est également en net recul et même en voie de disparition en Sierra Leone. Malgré la reprise des liaisons d'Air France, l'heure n'est pas encore à une quiétude totale, la maladie étant toujours présente en Guinée et en Sierra Leone. L'Organisation mondiale de la santé encourage les autorités et les populations à continuer à être vigilants pour éviter toute nouvelle contamination. Un fait qui permettrait aux soignants de traiter toutes les victimes, étant convaincus que ces malades sont les derniers d'une longue liste. Et dans le cadre de la demi-finale de la Champions League qui oppose au Real de Madrid à la Juventus de Turin, nous venons d'apprendre que Cristiano Ronaldo vient de marquer un but à la 23e minute. La suite de ce journal avec la France, Greenpeace est contre l'utilisation intensive des pesticides. Ce mercredi, une quinzaine de militants de l'ONG ont installé à Paris de gros bidons symbolisant des pesticides devant l'entrée du siège de la première coopérative agricole de France. Un reportage signé Léa Ansab. Les pesticides sont une menace pour les populations. C'est ce que révèlent plusieurs études depuis quelques années. Et selon l'organisation internationale Greenpeace, le rôle des coopératives agricoles est très important dans cette catastrophe. Des banderoles ont été déployées sur la façade d'Invivo, traitant le directeur général et le président de la coopérative d'empoisonneurs. La vocation d'une coopérative, c'est d'être au service des agriculteurs, pas de les empoisonner. Il est absolument inacceptable que ces dirigeants, Philippe Mangin, Thierry Blandinière, continuent à vouloir développer cette activité de vente des pesticides, voire même à fabriquer des pesticides. En effet, l'utilisation de ces produits serait responsable de certaines maladies telles que les cancers, Parkinson et Alzheimer, ainsi que sur les risques de malformations congénitales pour les enfants exposés pendant la grossesse. Les pesticides sont aussi à l'origine de la pollution des sols et des réserves d'eau. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est qu'Invivo arrête de vendre les pesticides immédiatement les plus dangereux pour la santé humaine, pour la santé des agriculteurs, et qu'ils réorientent totalement leurs efforts de recherche et de développement vers des alternatives qui soient efficaces et accessibles à un grand nombre d'agriculteurs. Plusieurs ONG, Fondation Hulot, Génération Future, Humanité et Biodiversité ont annoncé mercredi le lancement d'une pétition pour demander un moratoire en France sur tous les néonicotinoïdes, une catégorie de pesticides particulièrement néfastes pour les abeilles. Nous ouvrons la page culturelle de ce journal. L'homme aux 2 étalons de Yéniga, le dinosaure du 7e art au Mali, Souleymane Cissé, est invité au Festival de Cannes de cette année 2015. À 75 ans, c'est un monument du cinéma africain et c'est lui qui défendra les couleurs du continent à ce festival. Roland Jaclou. Le délégué général du Festival de Cannes veut que le film Oka de Souleymane Cissé soit une présentation spéciale dans la série hors compétition.
Pour cette projection, le cinéaste sera l'invité d'honneur du festival pendant les 3 jours de sa tenue. Thierry Fermot, le délégué général du Festival de Cannes, dans sa lettre d'invitation envoyée à Souleymane Cissé, a conclu en disant que pour les besoins de publicité, le réalisateur pouvait utiliser le logotype de la sélection officielle en conformité avec la charte graphique du Festival de Cannes. Quant au film Oka, il parle des spéculations foncières au Mali, les expropriations et autres détournements de parcelles ou même des villas. Dans ce film, c'est la maison de la famille d'un artiste à Bamako qui est concernée. Cette maison qui le rattache à ses parents, son histoire, ses souvenirs et dont ses œuvres sont expulsées en dépit du droit un jour de 2008. C'est aussi le Mali, son pays, qui l'a vu basculer dans la guerre au mépris des traditions de tolérance qui l'ont animé depuis l'indépendance. Beaucoup de nos confrères de la place ont aidé le cinéaste Souleymane Cissé dans ce combat. En l'occurrence, le Sphinx, Radio Clédou, l'Indépendant, le Républicain et le Guido. Peut-être qu'avec le film Oka et sa projection spéciale au Festival de Cannes, qui démarre du 13 au 24 mai 2015, il y aura une solution. Et nous restons en culture. Un rubis birman de 25,59 carats a battu un record mondial aux enchères hier mardi à Genève. Il a été vendu pour plus de 13 milliards de francs CFA avec des frais. D'une extrême rareté, la clarté et d'une couleur intense, la pierre a ébloui toute l'assistance. Roland Jacou s'en fait l'écho. Vendu pour plus de 13 milliards de francs CFA avec les frais par Sotheby's, un rubis Berman de 25,59 carats a battu un record mondial mardi soir à Genève. Une taille jugée extraordinaire pour un rubis proposé par la maison de vente. Le Sunrise Ruby a été vendu 3 fois plus cher que le précédent. Le Sunrise Ruby s'est vendu pour un peu plus de 30 millions de dollars, ce qui est, je pense, le triple du précédent record, le Ruby Graph, une pierre de 8 carats qu'on a vendue ici à Genève en novembre à 1 million de dollars par carat. Aujourd'hui, c'était plus d'1 million par carat, donc ça ne bat pas seulement le record du montant total payé pour un rubis, mais aussi le prix du carat, et j'en suis ravi. La pierre d'une extrême rareté, clarté et d'une couleur intense était estimée entre 14 et 18 millions de dollars. Des tailles coussins classiques au coin arrondi et aux grandes facettes, un enchérisseur dans la salle l'a rapidement emporté. Pendant toute ma carrière, j'ai été convaincu que les rubis étaient sous-cotés. Donc c'est bien de voir que les pierres colorées obtiennent enfin la reconnaissance qu'elles méritent. Les origines de la pierre restent incertaines, ce qui la rend encore plus mystérieuse. Les caractéristiques techniques de la pierre et le fait qu'elle soit si ancienne laissent à penser qu'elle pourrait avoir été trouvée dans les fameuses mines de Golconda en Inde, selon le président du département international de haute joaillerie chez Sotheby's. Et du sport, avant la fin de ce journal et avant la rubrique 7 en plus, le Real de Madrid, champion d'Europe en titre, affronte en ce moment la Juventus de Turin en match retour de demi-finale de Ligue des Champions, battu 2-1 au match aller. Les Merengues ambitionnent de renverser la vapeur dans leur antre de Bernabeu, voilà, face à la Juventus de Turin, désireuse de revenir en finale 12 ans après. Mamadou Niang pour l'analyse. Battu sur la marque de 2-1 par la Juventus au match aller, le Real Madrid espère combler son retard pour une seconde qualification consécutive en finale de Ligue des Champions. Nous sommes tout près de jouer une autre finale et d'entrer dans l'histoire de cette compétition parce qu'aucun club n'a gagné 2 finales. Nous savons que c'est compliqué parce que les statistiques ne nous sont pas favorables, mais nous avons très envie de faire tout ce qui est possible pour gagner. Pour y arriver, Ronaldo et compagnons doivent faire preuve de patience et de concentration. Nous devons être patients, très concentrés pendant tout le match et ensuite jouer avec une intensité supérieure à celle que nous avons montrée au match aller. Absent de terrain depuis 1 mois, Karim Benzema sera-t-il partant? C'est un joueur qui a bien récupéré, mais c'est un joueur qui n'a pas joué depuis 1 mois. Donc c'est le doute que j'ai. L'aligner dès le début parce que je sais qu'il peut me faire bénéficier de toutes ses qualités pendant la première mi-temps ou l'aligner après le début du match parce qu'il se peut qu'en seconde mi-temps, le rythme baisse un peu. Remonter un handicap d'un but face à la meilleure défense de la Ligue des Champions, tel est l'objectif des Merengues poussés à fond par de nombreux supporters qui prendront place dans les gradins du stade Bernabeu ce soir. Et nous vous rappelons justement que le score est toujours de 1-0 en faveur du Real de Madrid.
Je vous l'annonçais au début de ce journal, dans le cadre de la rubrique 7 ans plus de ce soir. Judith Koindo nous a rejoint sur ce plateau pour nous parler de l'organisation ouest-africaine dénommée le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent, en abrégé GIABA, qui se réunit à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire en vue de procéder à des échanges d'expériences. Retrouvons-nous dans un court instant. Le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment de capitaux en Afrique de l'Ouest, plus connu sous l'acronyme de GIABA, tiendra du 18 au 23 mai 2015 la 23e réunion plénière de sa commission technique à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Une réunion qui vise à faire le point de l'état d'avancement dans la sous-région ouest africaine, de la mise en place de dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment d'argent. Judith Koindo. La 23e réunion de la commission technique et le 14e comité ministériel du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest se tiendront du 18 au 23 mai prochain à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative ivoirienne. D'après APA News, la réunion de la commission technique viserait à faire le point de l'état d'avancement dans la sous-région ouest africaine, de la mise en place de dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme conformément aux normes acceptées à l'échelle internationale. Cette réunion permettra d'identifier les obstacles d'ordre juridique et institutionnel se présentant aux États membres dans cette quête. Elle va également formuler des propositions au comité ministériel du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest par l'intermédiaire du secrétaire administratif sur les mesures correctives à prendre. La réunion du comité ministériel au terme des statuts révisés du groupe vise entre autres à approuver le rapport d'activité du directeur général, proposer les mesures de mise en demeure des États défaillants et à recommander par l'intermédiaire du Conseil des ministres de la CEDEAO la suspension des États qui ne respectent pas leur engagement. À l'issue de ces deux réunions, tous les participants, autorités politiques et acteurs des dispositifs nationaux anti-blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme, ainsi que les partenaires au développement et les institutions financières internationales devront acquérir une meilleure connaissance de l'état de la lutte dans la sous-région ouest-africaine durant les 6 mois écoulés. Ces assises permettront d'une part à la Côte d'Ivoire d'affirmer davantage son retour effectif sur la scène internationale et d'autre part de démontrer son engagement dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Judith Koindo, bonsoir. Bonsoir Nina. Alors, nous venons de suivre le reportage que vous avez fait sur la 23e réunion plénière du GIABA, qui est un groupe d'intervention, sinon intergouvernemental, d'action contre le blanchiment d'argent. Alors, quel est l'objectif visé dans cette réunion plénière ? Ok. Avant de répondre à vos questions, Dina, j'aimerais apporter un éclaircissement à propos de GIABA. Le GIABA, comme vous avez dit tantôt, c'est un groupe intergouvernemental qui lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Il a été établi en 2000 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Alors, le GIABA a été créé dans le but de lutter contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, contre le blanchiment des capitaux et pour financer le groupe des terrorismes dans les États, surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Alors, pour répondre à votre question, je dirais que l'objectif principal de la 23e réunion de la plénière du GIABA est de discuter entre les techniciens des États membres de l'Afrique de l'Ouest sur les menaces et les défis liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme dans la région. Je compléterai en disant que cette plénière permettra également aux États membres de l'Afrique de l'Ouest de partager des expériences au niveau de la communauté qui organise tous ces événements. Alors, mais justement, de quoi sera-t-il question durant cette plénière? C'est quand même du 18 au 23, donc il s'agira entre autres d'échanger réellement. Mais qu'est-ce qui sera mis en avant durant cette plénière?
Alors, il y a toute une organisation qui sera lors de cette réunion. Alors, dans un premier temps, il sera question d'exposition des propositions de typologie, de l'évaluation au niveau national des risques. Et enfin, il y aura un forum qui sera organisé sur l'assistance technique avec les partenaires techniques, la présentation du rapport d'activité par le président du directeur de cette association, disant la création du réseau JABA au NUDC, ainsi que le forum régional des cellules de renseignement financier. Tous ces éléments constitueront entre autres les points saignants de l'agenda de cette rencontre. Alors peut-être une dernière question, Judith, pouvez-vous nous dire quel est l'impact du blanchiment d'argent dans un pays? Alors, il y a beaucoup d'impacts, donc je citerai 3 d'entre. Alors, le blanchiment d'argent porte gravement préjudice sur l'intégrité des systèmes financiers d'une nation. Deuxièmement, il a été prouvé qu'il fausse les règles de simple concurrence de la compétitivité au sein d'une entreprise dans un pays. Pour finir, je dirais que le blanchiment d'argent accroît le risque de faillite de banques parce qu'il met en cause la santé financière de l'économie au sein d'une nation. Merci Judith Koindo d'être passée sur le plateau du journal de 20h pour nous parler justement de cette réunion plénière du JABA, l'Afrique de l'Ouest qui donne le ton concernant la lutte contre le blanchiment d'argent. Ce journal est à présent terminé, mais avant le rappel des 3 principaux titres qui l'ont constitué. Tanzanie diplomatie, un sommet sur la crise au Burundi s'est tenu en Tanzanie. Pendant ce temps, une tentative de coup d'État d'un ex-chef d'état-major du CNDD-FDD a été déjouée, un dossier qui pourrait évoluer au cours de nos prochaines éditions d'information. Sierra Leone Transport, la compagnie Air France a repris du service en Sierra Leone. Ce pays qui a été secoué par l'épidémie d'Ebola va à nouveau voir des avions de l'entreprise française atterrir sur son territoire. France Culture, le doyen du cinéma africain, Souleymane Cissé, participe à la 68e édition du Festival de Cannes. Ce dinosaure du 7e art défendra les couleurs du continent africain à ce concours cinématographique. Et dans le cadre de la rubrique 7 ans plus de ce soir, Judith Koindo est avec nous sur ce plateau pour nous parler d'une organisation ouest-africaine nommée Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent, en abrégé JABA, qui se réunit à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire en vue de procéder à des échanges d'expérience. Toute l'équipe technique se joint à moi pour vous dire merci de nous avoir suivis. À demain 20h. Bonsoir.